La porte du bureau de mon patron s'est refermée. Le clic du verrou a résonné dans le silence. Et en moins de 10 secondes, ma vie, tout CE que j'avais essayé de construire, a basculé pour toujours. Je m'appelle Elif. J'ai 27 ans et je viens de Turquie. CE qui m'a amené dans cette situation est quelque chose que vous n'allez pas croire. C'est une histoire de confiance et de trahison, de l'espoir le plus pur face à la réalité la plus sombre. Avant que je vous raconte tout, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Ça m'aide énormément à continuer à partager CES Histoire. Votre soutien, c'est ma force. Tout a commencé il y a 2 ans, à Izmir. Ma ville, le soleil, la mer, ma famille. J'avais une vie simple. Je travaillais dans la boutique de tissus de mon père. Je rêvais d'ouvrir mon propre petit atelier de création de robes. Un rêve simple, n'est-ce pas? Mais en Turquie, la situation devenait compliquée. L'économie, l'avenir, tout semblait incertain. Mes parents s'inquiétaient. Chaque soir, à table, on parlait de l'Europe, de la France. Paris, la ville lumière, la capitale de la mode. Pour une jeune femme qui rêvait de couture, c'était le paradis sur terre. Ce rêve est devenu une obsession. J'ai commencé à économiser chaque sou. J'ai pris des cours de français en ligne, tard le soir, après avoir aidé mon père. Je regardais des vidéos sur YouTube de gens qui avaient réussi, qui avaient monté leur entreprise en France. Leurs histoires me donnaient de l'espoir. Je me disais, si eux ont pu le faire, pourquoi pas moi? Le jour de mon départ, à l'aéroport, ma mère n'arrêtait pas de pleurer. Mon père, lui, essayait d'être fort. Il m'a pris les mains et m'a dit « Elif, ma fille, sois prudente. Le monde n'est pas toujours aussi beau que dans tes rêves. » Je n'ai pas vraiment compris ces paroles à ce moment-là. J'étais trop excitée, trop pleine d'espoir. J'ai embrassé ma famille, j'ai promis d'appeler tous les jours et je suis montée dans cet avion, le cœur battant à 1000 à l'heure. J'allais conquérir Paris. La réalité a été brutale. Paris n'était pas la carte postale que j'imaginais. C'était immense, bruyant, froid et cher, terriblement cher. Mon petit appartement était une chambre de bonne de 1000 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. La solitude était étouffante. Les gens parlaient vite, trop vite. Mon français, que je pensais correct, semblait ridicule ici. J'envoyais des dizaines de CV chaque jour. Couturière, vendeuse, serveuse, n'importe quoi. Les réponses étaient toujours les mêmes. Pas assez d'expérience en France. Votre niveau de langue est insuffisant. Mes économies fondaient comme neige au soleil. Les appels avec mes parents devenaient de plus en plus difficiles. Je leur mentais. Je leur disais que tout allait bien, que j'avais des pistes, que Paris était magnifique. Je ne voulais pas les inquiéter. Je ne voulais pas admettre que leur plus grande peur, et la mienne, était en train de se réaliser. J'étais en train d'échouer. Après 6 mois de galère, alors que j'étais sur le point de tout abandonner, de ravaler ma fierté et de prendre un billet retour pour Izmir, j'ai vu une annonce. Une petite entreprise de confection dans le Sentier cherchait une assistante polyvalente. Notion de couture appréciée. Mon cœur s'est emballé. C'était ma chance. J'ai préparé l'entretien comme si ma vie en dépendait. Et c'était le casse. Le patron, Monsieur Dubois, était un homme d'une 50aine d'années, élégant, souriant. Il m'a mise à l'aise tout de suite. Il a regardé mon portfolio, mes dessins, les photos de mes créations. Il semblait impressionné. Il m'a dit « Vous avez du talent, mademoiselle Elif. C'est rare. J'aime donner une chance aux jeunes qui en veulent. » Quand il m'a annoncé qu'il me donnait le poste, j'ai cru que j'allais pleurer de joie. Enfin, quelqu'un croyait en moi. Le salaire n'était pas incroyable, mais c'était assez pour vivre. C'était un début, un vrai début. Les premiers mois ont été un rêve. Le travail était intéressant. Je touchais à tout. Un peu de couture, de la gestion de stock, du contact client. Monsieur Dubois était un patron parfait, patient, pédagogue. Il me corrigeait gentiment quand je faisais des erreurs de français. Il me présentait à tout le monde comme sa petite pépite turque. Je me sentais enfin à ma place. Je pensais avoir trouvé une nouvelle famille. J'envoyais des photos à mes parents,
fiers devant l'atelier. Ils étaient si soulagés. J'avais réussi. Mais petit à petit, des choses étranges ont commencé à se produire. Des choses presque invisibles. Parfois, quand je passais près de lui, sa main frôlait mon dos, un peu trop bas. Il me faisait des compliments, mais pas sur mon travail. Sur ma robe, sur mes cheveux, sur mon sourire. Au début, je me disais que c'était juste de la gentillesse à la française, que j'interprétais mal. Mais ça devenait plus fréquent. Un jour, il m'a demandé de rester un peu plus tard pour boucler un dossier urgent. Tout le monde est parti. L'atelier est devenu silencieux. Il m'a offert un verre de vin. J'ai refusé poliment, en disant que je ne buvais pas d'alcool. Il a eu un sourire bizarre. « Dommage », il a dit. « Il faut apprendre à vous détendre un peu, Elif. » J'ai ressenti un profond malaise. La semaine suivante, il a commencé à m'envoyer des messages le soir. Des messages qui n'avaient rien à voir avec le travail. Pour me demander comment j'allais, si je me sentais seule à Paris. Je répondais froidement, de manière professionnelle. J'avais peur. Peur de perdre CE Travail, qui était ma seule bouée de sauvetage. Je ne pouvais en parler à personne. J'avais trop honte. Qui allait me croire? La petite immigrée qui ne maîtrise même pas la langue contre le patron respectable. Et puis, CE jour-là est arrivé. Hier. Il m'a appelé dans son bureau en fin de journée. Il avait l'air tendu. J'y suis allée, le ventre noué. Il m'a demandé de m'asseoir. Il s'est levé et a marché lentement jusqu'à la porte. Et c'est là qu'il l'a verrouillée. Ce son, ce petit clic, a été le début du cauchemar. Il s'est retourné et le sourire charmant avait disparu de son visage. À la place, il y avait un regard que je n'avais encore jamais vu. Un regard de prédateur. Il s'est approché de son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti... Il s'est approché de son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti... Mon passeport. Mon passeport. Le petit livre bordeaux qui contenait toute ma vie, toute ma légitimité. Je l'avais donné à son assistante pour une mise à jour de mon dossier administratif la semaine précédente. Je n'y avais plus pensé. Il le tenait entre son pouce et son index, comme on tient un insecte mort. Il l'a laissé tomber sur le bureau, entre nous. Le bruit sourd du passeport sur le bois m'a fait sursauter. « Elif, Elif, Elif » a-t-il commencé, en secouant la tête avec une fausse tristesse. « Vous êtes une jeune femme si intelligente, si talentueuse. Mais vous êtes aussi naïve. » Il a fait le tour du bureau pour se tenir juste à côté de moi. Je pouvais sentir son parfum. C'est eux-mêmes parfums que j'associais à la sécurité, à la gentillesse. Maintenant, il me donnait la nausée. Je me suis recroquevillée sur ma chaise, essayant de me faire la plus petite possible. « Je vous ai tout donné », a-t-il continué d'une voix douce, presque paternelle. C'est eux qui rendaient la situation encore plus horrible. « Je vous ai donné un travail quand personne ne voulait de vous. Je vous ai donné une chance de réaliser votre rêve. Je vous ai protégé. » Il a marqué une pause, et son regard a changé. La fausse bienveillance a disparu, remplacée par une froideur calculatrice. « Je pense qu'il est temps que vous me montriez un peu de gratitude. Une gratitude plus personnelle. » Mon sang s'est glacé. Je ne comprenais pas tout de suite. Mon cerveau refusait d'associer les mots à la situation. Gratitude personnelle, j'ai répété d'une voix tremblante. Il a eu un petit rire, un son sec et désagréable. Ne jouez pas l'innocente, Elif. Vous savez très bien, c'est eux que je veux dire. Je suis un homme seul. Vous êtes une femme seule. Nous pouvons nous entraider. Je l'ai regardé, horrifié. Les compliments, les mains qui frôlent, les messages du soir, tout prenait un sens nouveau et monstrueux. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était une préparation. Un piège qui se refermait sur moi. « Votre renouvellement de titre de séjour, c'est bientôt, n'est-ce pas ?» a-t-il dit en tapotant mon passeport avec son doigt. « C'est une procédure compliquée, beaucoup de papiers. Un simple mot de l'employeur peut tout accélérer ou tout arrêter.
Définitivement. La menace était là, claire, posée sur la table entre mon passeport et moi. Ma vie en France, mon rêve, mon avenir, tout dépendait de cet homme. Et il le savait. J'ai besoin de respirer un peu. Cette partie est difficile à me rappeler. L'humiliation, la peur, c'est encore si présent. Si vous êtes là avec moi, plongez dans cette histoire, s'il vous plaît, likez la vidéo pour que je sache que vous êtes ici. Et si vous voulez commenter quelque chose, je promets que je lirai après. Savoir que vous m'écoutez me donne de la force. Je suis restée silencieuse, incapable de bouger. Chaque porte de sortie dans ma tête se fermait. Si je criais, il dirait que j'étais folle. Si je partais, j'étais au chômage, sans papier, sans rien. Si j'allais à la police, qui allait-il croire? Le chef d'entreprise français respecté ou la jeune immigrée turque? J'étais piégée. « Je ne vous demande pas de répondre tout de suite », a-t-il dit, comme s'il m'offrait un cadeau. « Je suis généreux. Je vous laisse le week-end pour réfléchir. » Mais réfléchissez bien, Elif. Pensez à votre famille en Turquie. Pensez à tous ces eux que vous avez sacrifiés pour être ici. Il a pris mon passeport, l'a rangé dans le tiroir du bureau et l'a refermé à clé. Puis il s'est dirigé vers la porte de son bureau et a tourné le verrou. Le clic de la serrure qui s'ouvrait était presque aussi terrifiant que celui de la serrure qui se fermait. La porte était ouverte, mais je n'avais jamais été aussi prisonnière de toute ma vie. « Vous pouvez y aller », a-t-il dit sans me regarder. « Passez une bonne soirée, on se voit lundi. » Je me suis levée, mes jambes tremblaient tellement que j'ai cru que j'allais tomber. J'ai attrapé mon sac sans un mot, sans le regarder, et je suis sortie de ce bureau comme si j'échappais à un incendie. J'ai traversé l'atelier vide, mes pas résonnant dans le silence. Chaque machine à coudre me semblait me regarder, témoin muet de ma honte. Une fois dehors, l'air froid de la nuit parisienne m'a frappé le visage. J'ai marché sans savoir où j'allais. Les lumières de la ville, que je trouvais si belles avant, me semblaient en maintenant agressives, moqueuses. J'ai marché pendant des heures, les larmes coulant sur mes joues. Le discours de mon père à l'aéroport me revenait en tête. Le monde n'est pas toujours aussi beau que dans tes rêves. Il avait tellement raison. Je me suis assise sur un banc au bord de la Seine. J'étais seule, complètement seule. Je ne pouvais appeler ni mes parents, ni mes quelques amis. Comment leur expliquer une chose pareille? Comment leur avouer que mon rêve parisien était devenu un sordide chantage? Je me sentais sale, stupide, coupable. J'ai regardé mon reflet dans l'eau sombre du fleuve. J'ai vu le visage d'une étrangère, une fille effrayée qui avait perdu toute sa lumière. Mon rêve était mort, assassiné dans le bureau de cet homme. Il ne me restait que deux choix. Céder et me perdre pour toujours, ou refuser et tout perdre. Alors que j'étais au fond du désespoir, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, le cœur battant. C'était un message, pas de Monsieur Dubois, d'un numéro que je ne connaissais pas. Il n'y avait qu'une seule phrase, courte, énigmatique, mais qui allait tout changer. Je sais, c'est eux qui s'est passé dans le bureau. Vous n'êtes pas seul. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai relu le message 10 fois, 20 fois. Mes doigts tremblaient tellement que je peinais à tenir le téléphone. Qui? Comment? Était-ce une blague cruelle? Un autre piège de Dubois pour me manipuler? Ma première réaction a été la paranoïa. J'ai regardé autour de moi, sur le quai de Seine désert, comme si quelqu'un m'observait depuis l'ombre. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé du même numéro. Rendez-vous demain, temps H, au café Le Relais, à côté de l'atelier. Je serai à la table du fond. Venez seul. Puis plus rien. J'ai essayé d'appeler le numéro. Directement sur la messagerie vocale. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mon esprit tournait en boucle. D'un côté, il y avait la peur que CE soit un piège. Mais de l'autre, il y avait cette petite phrase « Vous n'êtes pas seul ». C'était la première lueur d'espoir dans mon obscurité totale. C'était une main tendue,
alors que je me noyais. Je n'avais rien à perdre. J'avais déjà tout perdu. J'ai décidé d'y aller. C'était soit ça, soit la fin de tout. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le café 20 minutes en avance. J'observais de l'autre côté de la rue. Chaque personne qui entrait me faisait sursauter. Finalement, à 10h pile, j'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. Le café était petit, chaleureux. Et à la table du fond, dos à moi, il y avait une femme. Esseuse cheveux gris était attachée en un chignon strict. Elle portait le même type de blouse que celle que nous portions à l'atelier. Elle s'est retournée lentement, comme si elle avait senti ma présence. Et j'ai eu un choc. C'était Martine, la chef d'atelier, une femme de 60 ans qui travaillait pour Dubois depuis plus de 30 ans. Martine était dure, silencieuse, presque sévère. Elle ne souriait jamais. Elle me faisait un peu peur. C'était la dernière personne sur Terre que j'aurais imaginé m'envoyer ce message. Je me suis approchée, confuse. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Son visage était grave, marqué par la fatigue. « Merci d'être venu, Elif », a-t-elle dit d'une voix basse, presque un murmure. Je sais que ça n'a pas dû être facile de faire confiance à ces messages. « Martine, comment vous saviez ?» J'arrivais à peine à parler. Elle a soupiré, un long soupir rempli d'une tristesse infinie. « Parce que tu n'es pas la première, mon enfant. Et si on ne fait rien, tu ne seras pas la dernière. » Elle m'a tout raconté. Elle m'a parlé de Sofia, une jeune Portugaise, arrivée il y a 5 ans. Pleine de vie, talentueuse. Dubois lui avait fait les mêmes promesses, le même chantage. Un jour, Sofia n'est plus venue travailler. Elle avait disparu, était rentrée au Portugal du jour au lendemain, sans un mot d'explication. Martine avait compris. Elle m'a parlé de Yasmina, avant Sofia. Une autre histoire, la même fin tragique. Cet homme, il se nourrit de la vulnérabilité, a dit Martine, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Il choisit des jeunes femmes étrangères, sans famille ici, qui dépendent de lui pour leurs papiers. Il sait qu'elles sont seules. Il sait qu'elles ont trop peur pour parler. Mais pourquoi ? Pourquoi m'aider maintenant ? Ai-je demandé encore sous le choc. Son regard s'est durci. Parce que j'en ai assez. J'ai vu Sofia partir le cœur brisé. Je me suis sentie lâche de n'avoir rien dit. Je me le suis juré. La prochaine fois, je ne resterai pas les bras croisés. Hier, quand il t'a fait entrer dans son bureau et qu'il a verrouillé la porte, j'ai tout compris. Je ne pouvais pas entrer, mais je savais. Et je ne te laisserai pas devenir une autre Sofia. Les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes, cette fois, non pas de peur ou de honte, mais de soulagement. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas mal interprété les choses. Et surtout, je n'étais plus seule. Une femme que je prenais pour une figure autoritaire et froide était en réalité une alliée silencieuse, rongée par le regret et animée par la justice. « Nous allons le faire tomber, Elif », a-t-elle affirmé, son ton ne laissant place à aucun doute. « Mais pour ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton courage. Nous avons besoin de preuves, des preuves irréfutables. » Le plan était simple et absolument terrifiant. Lundi, je devais retourner au bureau et faire comme si de rien n'était. Je devais demander à parler à Monsieur Dubois, en privé, pour lui donner ma réponse. Martine allait me donner un micro, un tout petit enregistreur dissimulé. Je devais le faire parler, le faire répéter sa proposition, sa menace. Mon estomac s'est noué. Retourner dans CE bureau, lui parler à nouveau, l'idée était insupportable. Martine a dû voir la terreur sur mon visage. Elle a posé sa main ridée sur la mienne. Sa peau était chaude, rassurante. « Écoute-moi, Elif. La peur que tu ressens maintenant, il s'en nourrit. Mais le courage que tu vas trouver, il ne s'y attend pas. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu es plus forte que lui. Nous le sommes. » Je l'ai regardé dans les yeux. J'y ai vu 30 ans de frustration, de colère contenue. J'y ai vu l'ombre de Sofia, de Yasmina et de toutes les autres.
Ce combat n'était plus seulement le mien, c'était le leur aussi. J'ai senti une nouvelle force monter en moi. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Il y avait maintenant de la colère, une colère froide et déterminée. J'ai hoché la tête. D'accord, je le ferai. Lundi matin, en poussant la porte de l'atelier, je n'étais plus la même personne. Je n'étais plus une victime. J'étais un appât. Lundi matin, en poussant la porte de l'atelier, je n'étais plus la même personne. Je n'étais plus une victime. J'étais un appât. Le petit enregistreur, dissimulé sous le col de ma blouse, me semblait peser une tonne. Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles. Martine était à son poste, comme d'habitude. Elle m'a jeté un regard furtif, presque imperceptible. C'était tout CE dont j'avais besoin. Un signe silencieux qui disait « Je suis là ». La matinée a été la plus longue de ma vie. Je faisais semblant de travailler, mais mes yeux étaient rivés sur la porte du bureau de Monsieur Dubois. Lui aussi faisait semblant. Il était charmant, souriant, demandant à tout le monde s'ils avaient envie de passer un bon week-end. Quand il est passé près de moi, il m'a murmuré « On parle tout à l'heure, Elif », avec un clin d'œil complice. J'ai eu un haut le cœur. J'ai simplement hoché la tête. Vers 11h, il m'a fait signe d'entrer. C'était le moment. Mes jambes étaient en coton. En marchant vers son bureau, j'ai activé discrètement l'enregistrement. Le petit clic mécanique a été couvert par le bruit des machines à coudre. Il a fermé la porte derrière moi, mais cette fois, il ne l'a pas verrouillée. Il voulait sans doute me montrer qu'il me donnait le choix. Il s'est assis à son bureau, les mains croisées, le visage rayonnant de confiance. Il était le roi dans son château, et j'étais le pion sur son échiquier. « Alors, ma chère Elif, a-t-il commencé, avez-vous bien réfléchi ce week-end, à votre avenir, à notre avenir ?» J'ai pris une grande inspiration, en jouant le rôle de la jeune fille effrayée et soumise. « Monsieur, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur de tout perdre. » Mon apparente vulnérabilité l'a fait sourire encore plus. Il s'est levé, a fait le tour du bureau pour venir se pencher près de moi. « Mais non, il ne faut pas avoir peur. Je suis là pour vous aider. Vous avez juste à être gentille avec moi. C'est tout. En échange, je m'occupe de vos papiers. Je peux même vous garantir une promotion, un meilleur salaire, tout CE que vous voulez. » C'était le moment. Il fallait que CE soit clair. Donc, si j'accepte d'être gentille avec vous, vous signerez les papiers pour mon titre de séjour ? Ai-je demandé, ma voix tremblant pour de vrai, cette fois. Exactement, a-t-il dit, triomphant. C'est un arrangement simple, gagnant-gagnant. Et si je refuse ? Son visage s'est assombri instantanément. Le masque du bienfaiteur est tombé. Si vous refusez, Elif, alors je ne peux rien faire pour vous. Votre contrat se termine bientôt. Sans mon aide, sans mon soutien, vous devrez retourner en Turquie. C'est aussi simple que ça. Le choix vous appartient. C'était tous ces « dont j'avais besoin. La menace, le chantage, enregistré. Je me suis levée. Mon corps ne tremblait plus. La peur avait laissé place à une rage glaciale. J'ai sorti l'enregistreur de mon col et je l'ai posé sur son bureau, entre nous. J'ai appuyé sur stop, puis sur play. Sa propre voix a rempli le silence du bureau. Si vous refusez, Elif, vous devrez retourner en Turquie. Le visage de Dubois s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Il m'a regardé avec une incrédulité totale, puis avec une fureur pure. Vous, petite, comment osez-vous ? Il s'est jeté sur l'enregistreur, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai attrapé et j'ai reculé vers la porte. « C'est fini, monsieur Dubois », ai-je dit, ma voix claire et forte. Et c'est là que le vrai plot twist est arrivé. La porte du bureau s'est ouverte. Mais CE n'était pas moi qui l'ouvrais. C'était Martine. Elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un homme en costume, et il tenait une carte professionnelle à la main. « Martine, qu'est-ce que vous faites ?» a balbutié Dubois, complètement perdu.
Martine l'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu un sourire sur son visage. Un sourire dur, victorieux. « Je m'appelle Martine Lefebvre », a-t-elle dit, sa voix n'étant plus celle d'une simple chef d'atelier, mais celle d'une personne d'autorité. « Et je suis inspectrice du travail. Je suis en infiltration dans votre entreprise depuis 6 mois. » Dubois est tombé sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les jambes. « Nous avons reçu une plainte anonyme il y a plusieurs années, » a continué Martine. Une jeune femme qui avait trop peur de témoigner publiquement, mais qui voulait que justice soit faite. Nous vous surveillions depuis longtemps. Quand Elif est arrivée, elle correspondait exactement au profil de vos victimes. J'étais là pour l'observer et pour intervenir. Elle s'est tournée vers moi. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te le dire avant, Elif. J'avais besoin de preuves solides. Tu nous les as données. » Elle a sorti son téléphone. « Et au fait, Sophia et Yasmina ont été contactées. En apprenant qu'une enquête était en cours, elles ont finalement accepté de témoigner. Elles sont en ligne. Elles ont tout entendu. » Le monde de Dubois s'est effondré devant ses yeux. Il n'était plus le prédateur tout-puissant. Il était juste un petit homme, pitoyable, pris à son propre piège. La justice n'était pas seulement poétique. Elle était réelle, méthodique et implacable. La suite a été rapide. La police est arrivée. L'entreprise a été mise sous administration judiciaire. Mon témoignage, corroboré par celui de Martine et des autres victimes, a mené à sa condamnation. Mon titre de séjour a été régularisé d'urgence au titre de la protection des victimes. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai mon propre petit atelier. C'est modeste, mais c'est à moi. J'ai réalisé mon rêve. Pas comme je l'imaginais, non. Mon chemin a été plus sombre, plus difficile. Mais cette épreuve m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que la vraie force, CE, n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'agir malgré la peur. Elle m'a appris que parfois, un allié inattendu peut tout changer. Elle m'a appris que le silence protège les coupables, mais que la parole libère les victimes. Si l'histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, aime la vidéo pour que plus de personnes puissent l'entendre et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Maintenant, je veux savoir pour toi. Quel a été le plus grand tournant que la vie t'ait déjà donné? Commente ci-dessous. Merci de m'avoir écouté.